Salut, c'est Mo de la place du milieu. Merci à vous d'être là. On va parler aujourd'hui de Justice League et avec en particulier une qualité de son exceptionnelle comparée à la dernière fois, effectivement. C'est vrai que, en fait, si vous voulez, j'ai réglé mon micro au plus haut qu'il soit, en fait, comme quand j'enregistre mes vidéos face caméra. Et là, en fait, fallait pas. Cette critique, bien entendu, on l'a commencé ensemble, on la terminera ensemble. Et je vais faire cette critique-là avec le seul, l'unique, le beau gosse Venceslas Lifshutz. Comment ça va? C'est vrai que je suis beau gosse, j'avais oublié, merci de le préciser. Oui, il faut le préciser. Les gens doivent savoir. Ils doivent le savoir et on leur dit, voilà, tout simplement. Est-ce que ça va, Ben? Tout se passe bien depuis Fort bien. Je suis content après ce film. Je spoil déjà mon avis un petit peu, mais au moins ça m'a fait passer une bonne journée en cette période de confinement. Enfin, de pseudo-confinement, c'est déjà beaucoup. Ouais, c'est clair. Mais tu vois, de toute façon, donc là, on va parler du film. Je suis trop content de pouvoir en parler. Tu vois, de pouvoir en parler avec toi parce que je me dis, enfin, là, on va pouvoir se libérer. Voilà, tout simplement. Cette vidéo sera chapitrée et comme ça, vous pourrez vraiment suivre toutes les étapes de notre critique. On va parler après sur des moments en particulier ou sur des éléments en particulier du film et on va suivre en fait tout simplement le suivi chronologique, on va dire, du film, mais en s'attardant sur des points. Je vais te poser une question, Ben. Ouais, dis-moi, moi. Qu'est-ce que ça t'a fait de regarder ce film, en fait, de cliquer sur lecture de la chaîne HBO Max, bien entendu, puisqu'on l'a regardé sur HBO Max. Enfin, on l'a téléchargé parce qu'en France, on n'a pas HBO Max. Donc, on l'a téléchargé sur une plateforme légale. Voilà, sur une plateforme légale, on l'a payé euros. Ouais, au moins. Voilà, au moins, parce que c'est ce qu'il faut. Et du coup, qu'est-ce que tu as pensé, justement, de ce film au moment du visionnage? Qu'est-ce que tu as ressenti? C'est intéressant comme question parce que c'est le plus important entre guillemets quand on voit un film, qu'il soit bon ou pas bon, le ressenti qu'on a en le voyant. Tu vois, des fois il y a des nanas où on prend un plaisir contagieux à le regarder. Si je devais résumer ma sensation, je dirais que c'est quelque chose que j'ai pas ressenti depuis un petit moment, d'être face à un blockbuster qu'on m'a annoncé comme étant un événement et qu'il l'est réellement et qui est bon. Déjà parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu de blockbuster, parce que les derniers que j'ai pu voir ont pu potentiellement un peu me décevoir. Et là, globalement, on m'a promis quelque chose, on m'a donné ce qu'on m'avait promis, on m'a même surpris sur certains points. Je suis partagé entre le fait d'avoir vu un excellent blockbuster et aussi d'avoir vu un film d'auteur, en fait. Alors, il y en a qui vont crier peut-être en commentaire. Quoi? Film d'auteur? Ça va pas. C'est pas du cinéma. C'est un auteur qui prend tous les choix dans son film. Les Star Wars de George Lucas sont des films d'auteur parce que c'est George Lucas qui a décidé sans que des studios l'emmerdent vu que c'était son studio qui le produisait. Là c'est pareil, c'est un vrai film d'auteur, donc il y a une vraie proposition de cinéma et on peut aimer, on peut pas aimer, mais par rapport à la commande de Whedon, on ne peut pas dire que ce n'est pas un vrai film à proprement parler avec une vision qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein. Mais en tout cas que voilà, c'est un film de cinéma, c'est une proposition de cinéma. Comme tu le dis, c'est un film d'auteur et je pense que tous les films devraient être des films d'auteur en fait, tu vois, c'est-à-dire que tous les films devraient... Après, c'est clair qu'un film, c'est toujours le compromis entre une vision artistique et une vision aussi commerciale pour pouvoir faire des exploitations et tout. Mais je pense que le cinéma devrait être comme ça dans la mesure où on devrait avoir, même si derrière ça pose des questions au niveau de la consommation finale hein, de l'œuvre, d'avoir une version d'exploitation et une version director's cut. Ouais. Tu vois. Vrai. Et quand tu le vois en fait dans c'est-à-dire que le Justice League de 2017, il aurait pu être ça aurait pu être un Justice League finalement. Alors si on va supposer avec s'il n'y avait pas les événements qui ont fait que Zack Snyder était parti, je pense que ça aurait pu être un film d'exploitation au cinéma de 2h, 2h15, tu vois, 2h30. Ouais, 2h30, 2h40, tu vois, un endgame quoi. Voilà, et une édition par la suite de 4 heures. Comme le Seigneur des Anneaux. Voilà, tu vois. Mais là-dessus, voilà, je pense que honnêtement, c'est comme ça pour moi que je vois un film en fait. La version d'exploitation et puis derrière, pour en avoir plus, la version de l'auteur, sa vision du film, voilà. Après, effectivement, tu as des enjeux commerciaux, tu as des enjeux aussi par rapport aux suites. Mais là, ce qui est bien dans ce film-là, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu au niveau des suites et d'un arc, en tout cas à première vue, sur un arc qui serait prolongé par la suite, avec des films avec des suites. Et du coup, on peut avoir, là, on a profité de 4 heures d'un film qui finalement, d'une œuvre du réalisateur avec une fin en soi, c'est sa version qui se termine, qui est arrêtée et qui, du coup, il n'y a pas de retenue, en fait, du coup. Complètement. Je vais me permettre un petit astérisque pour défendre le diable.
Je trouve, on en reparlera après, qu'on sent quand même qu'il y a des moments où Warner a mis sa patte, de dire attention, je voudrais que là ce soit un petit peu moins sombre et un peu plus drôle. Et je trouve que ces moments sont bien gérés. Je trouve qu'en fait, quand ils lui ont donné certaines directions, Zack Snyder les a plutôt bien comprises et les a plutôt bien intégrées à son film, au point qu'il fait mieux du Whedon que Whedon lui-même sur les moments d'humour, Ouais. je trouve. Donc l'un dans l'autre, tu vois, je trouve qu'un studio qui de temps en temps donne un peu son avis pour dire là, ce serait cool que tu partes un peu plus dans cette direction, là, tu vois que tu risques de les perdre ou quoi que ce soit, ça peut être intéressant. Ou en tout cas, dans ce film, il y a des trucs qui marchent. C'est la seule chose positive que je vais dire sur Warner. Donc voilà, prenez-le, il n'y en aura pas d'autres. Ça va. Là, voilà, le message est passé, c'est sûr. Je leur enverrai un mail, hein, de toute façon, tout de suite Ouais, après. bah, il m'écoute, de toute façon, tu sais, moi, il me suit. Forcément, forcément. Attends, on suit tout d'ailleurs. W, salut. Voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à suivre Popcast et La Place du Milieu en vous abonnant, hein, n'hésitez pas, hein, voilà, vu que Warner Bros nous suit déjà. Donc, voilà, prenez leur exemple. Donc, déjà au départ du film, on a le mot du boss. Qui m'a beaucoup surpris en fait d'ailleurs. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais directement à voir l'œuvre et tu tombes sur Zack Snyder qui te dit, qui te remercie, qui remercie les fans. Et honnêtement, j'avais complètement, c'est là où ça te permet d'avoir un recul sur le film et de te dire, c'est vrai que ce que je vais voir en fait, d'une part, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel en fait, ce qui se passe, et c'est aussi en partie par l'investissement de fans qui ont fait entendre leur voix pour pouvoir en faire en sorte que cette version existe. Complètement. On en reparlera notamment sur la finalité, le monologue de fin qui a un double sens que je trouve très fort. En plus, il y a derrière ce film, les fans se sont aussi réunis parce que il y avait le décès du coup de la fille de Zack Snyder et que par conséquent cette réunion pour avoir la Snyder Cut s'est accompagnée d'aide financière, de levée de fonds pour les causes du suicide chez les jeunes, etc., etc. Et que tout ça fait en plus un global où Zack Snyder a un remerciement aussi bien d'un point de vue artistique que je pense d'un point de vue humain, dû au soutien des fans qui n'a pas été... alors certains trouvent ça idiot, moi je trouve pas ça idiot par conséquent d'avoir envie d'avoir une œuvre de son auteur, notamment parce que cette œuvre garde de toute façon le deuil de sa fille durant tout le long du film, ça ne parle que de ça, et que par conséquent ça fait partie aussi de l'œuvre dans son deuxième visionnage, dans son côté méta. Et donc du coup ce remerciement il est aussi, je pense, sur ce côté là. Il y a quelque chose de très joli de la part de Snyder. Alors c'est très court, hein, et puis c'est filmé, ça sent que ça a été filmé chez lui en 2:2. Tu vois, je crois que même que la vidéo sous sur tu vois, ils ont même pas coupé le truc, donc tu sens que ça a été fait, mais qu'en tout cas oui, il y a autre chose derrière juste le point de vue cinématographique de cette œuvre. Le film, du coup, il est en format 4 tiers. D'habitude, nous, on a l'habitude d'avoir en 16/9 en fait. C'est un format IMAX qui est supposé au cinéma rendre bien, mais sur les télés, ça fait 4 tiers. Exactement, c'était comme ça que le film devait être tourné. Zack Snyder, il avait prévu de le faire en IMAX entièrement, et du coup, le format se donnait celui-là au Cinoche. Et du coup, il a été décidé, en fait, Zack Snyder a dit non, je garde en format 4 tiers. Et c'est pour ce qui explique le fait que, vous avez peut-être été étonné, moi je l'ai été en tout cas en visionnant le film. Bien sûr. C'est pour ça que voilà, il y a eu ce format différent parce qu'il a été tourné comme ça à la base pour le format IMAX et Zack Snyder a voulu garder cette version-là, garder ce format-là. Effectivement, moi je trouve qu'à la télé ça choque un peu. Après, peu importe, tu vois, c'est pas si grave, on peut aussi régler la télé différemment si on a envie de régler la télé différemment, mais il n'y a pas un moment où je me suis dit, putain, heureusement que ce format-là a été utilisé. Je trouve que c'est un côté un peu télévisuel. Après, Vincent Sassifus, sache que moi je l'ai regardé en vidéoprojecteur, donc je l'ai regardé. Alors, si monsieur, on regarde en vidéoprojecteur, effectivement. Ah là, je l'ai. Oh putain. Ah, je l'ai regardé. Ouais, j'ai branché mon vidéoproj. Et en fait, franchement, j'ai regardé une demi-heure avec justement en format ordi. Bizarre, vraiment la marge me dérangeait quand même. Donc là-dessus, je suis d'accord avec toi. Et du coup, je l'ai mis en vidéo. Et après, dès que c'est en vidéoproj, bah, c'est bon, c'était. C'est vraiment une question d'habitude parce que quand on est en cinémascope, les bandes noires, on les a en dessous en fait. Et ça choque. Mais l'un dans l'autre, on a l'équivalent, quasi l'équivalent en termes de croppage, quoi. Le film commence par forcément une introduction. C'est pas la plus grande intro dans le domaine du Snyder, parce que du coup, ça reprend les événements de BVS pour justifier, mais au moins, on a ce qu'on appelle un début de narration, ce qu'on n'avait pas dans celui de 2017. C'est-à-dire qu'il y a une logique. Il y a une logique du cri de Superman qui réveille les Motherbox et du coup qui appelle potentiellement. Mais déjà, il y a la zig, déjà, il y a les poils, en fait. Déjà, tu te dis que ça va être sympa. Et je pense, parce que tu dis que ça fait une début de narration, mais c'est surtout que le film reprend là où on l'avait vraiment laissé, quoi. C'est-à-dire que ça fait un peu... Oubliez ce que vous avez vu. On reprend depuis le depuis le point. Et je trouve que c'est génial parce que je me dis, on reprend du début. Voilà.
on recommence. Ce qu'on a vu. J'ai aucun souvenir de la version 2017 quand j'ai regardé cette version-là. Je t'assure, j'ai eu aucun comparatif. Et du coup, voilà, tu reprends depuis le début. Vraiment génial. Je trouve que c'est vraiment cool. C'est-à-dire que d'avoir cette notion sur une. Alors, donc, on part justement, effectivement, comme tu l'as dit, au moment où Superman se fait tuer par Doomsday. Et il émet un cri qui va alerter vraiment tous les mondes, en fait. Tous les mondes, c'est-à-dire que le monde Ouais. sous-marin de Aquaman, en tout cas donc de Mera en tout cas à ce moment-là, ça va les Amazones aussi qui vont se mettre, qui vont être alertés. Alors c'est le monde de Darkseid aussi. C'est Apocalypse ou pas? Ouais, c'est ça, un peu que. Apocalypse. Ouais, je crois que c'est Polypse ou un truc Apocalypse. du genre. Ouais. Et Ouais, il y avait une notion de toute façon de protecteur et que du coup, après on expliquera vis-à-vis du flashback, mais on explique que ces Motherbox ont une certaine intelligence et que du coup, tu comprends au fil du film qu'à partir du moment où il n'y a plus de protecteur, ben, elles rappellent leur maître en disant ben, là c'est bon, tu peux y aller. Bien sûr, d'un point de vue christique, comme, parce que le film est quand même bondé de symbolique, il y a quelque chose de très joli de dire Dieu n'est plus là, donc les hommes sont appelés aux démons maintenant. Il n'y carrément. a plus qu'à. Et là-dessus, c'est assez joli. C'est assez rapide en plus. Alors, le film fait beaucoup de ralentis. Je sais qu'il y en a que ça a choqué. Mais en termes de rythme, c'est en fait assez rythmé, Oui. moi, je trouve, personnellement. Donc, en plus, c'est très vite instigé. Très vite, tu comprends les enjeux. Et tu te lances. Et moi, je fais le comparatif avec l'intro de Whedon. Par rapport à l'intro de Whedon, qui était, je le rappelle, un plan de smartphone. Bon, bah, déjà, c'est autre chose, quoi. Bah, Déjà, ça n'a rien à voir. ouais, Déjà, c'est bien. ça a absolument rien à voir. On voit qu'il est pas du tout dans la même. Alors c'était pas du tout dans la même lignée. On n'essaie pas du tout de poser les questions. Enfin, il essaie de poser une question. Je sais même plus c'est quelle question. Franchement, honnêtement, non, je vais pas me lancer Je là-dessus. peux pas savoir. Je vais pas me lancer Mais là, là-dessus parce que en tout cas, on commence sur un récit homérique et pas sur un blockbuster de commande. voilà que j'ai trouvé extraordinaire, c'est le monde des Amazones. Mm. Et là, tu te rends compte vraiment que c'est un peuple. Ce sont des guerrières de ouf. Bah, en fait, je sais pas si ça t'a fait la même chose. Moi, je trouve que quand on arrive chez les Amazones, après, je me permettrais pareil un comparatif avec Whedon parce que finalement, ces scènes, on les a déjà plus ou moins vues, Ouais. mais pas comme ça. Quand tu vois le monde des Amazones, tu dis, ce serait chouette si Zack Snyder ait réalisé Wonder Woman. Parce que moi, j'aime beaucoup. Pareil, toutes les figurantes, tu prends n'importe quelle figurante, ça fait une meilleure Wonder Woman que Gal Gadot. Ah En tout cas, non. Parce que là, dans Justice League, elle est très bien. Je l'ai trouvé très bien. ouais, mais Mais t'as un paquet de trucs où en fait les nanas elles sont méga charismatiques. Il y a un truc où c'est 300 chez les nanas. Et en fait, ouais, juste elles pètent la classe. Il y a une force chez ces nanas, t'as pas envie d'y être. Mais moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est que comparé à la version Patty Jenkins, où effectivement, quand on dit Amazon, bah, on dit juste Amazon, et puis tu fais un plan large sur tous les Amazones, et puis tu vois qu'elles s'entraînent, qu'elles sont des combattantes. Tandis qu'en fait, la vision, la réalisation de Zack Snyder fait en sorte que les Amazones sont vraiment une somme d'individualité, une somme de guerrières qui, toutes seules, pourrait faire ce que fait Wonder Woman en fait. C'est-à-dire Ouais. que, alors même si Wonder Woman a une particularité, elle est plus forte que les autres, mais Milieu. quand tu te centres, en fait, t'as une vision d'ensemble, mais t'auras après derrière une captation de visage en fait d'une Amazon en particulier. Ouais, je suis Et d'accord. c'est ça que je trouve vraiment génial, c'est-à-dire que vraiment ils font le focus sur des Amazones en particulier pour faire en sorte qu'il y a vraiment une puissance qui émane de chacune de ces personnes-là. Et c'est une chose que je n'ai pas vue justement sur d'autres versions avec justement donc les versions de Wonder Woman avec Patty Jenkins où elles sont toutes mises en arrière-plan, tu vois, et on se dit, ouais, voilà, bon, elles sont des guerrières et puis c'est tout. Il y a des individualités dans la masse en Voilà. fait, et c'est comme ça que tu donnes une importance à une armée. Parce que même des personnages que tu rencontres pendant 10 secondes, de la seconde de la reine, le moment où elle se fait écraser et tout ça, tu te dis ah ben merde. Et effectivement, elles existent, et puis tu sens qu'elles ont toutes des forces assez différentes. Tu sens qu'il y a des archères, que t'as des nanas qui font péter la structure. Ouais, ouais, je suis d'accord qu'il y a une individualité dans la masse, et ça, c'est ce que faisait beaucoup Peter Jackson dans Les Seigneurs des Anneaux. Et c'est comme ça que tu arrives à donner une importance à une bataille avec 5000 personnes. Mm. C'est parce que bah, t'en connais certains et t'as envie de les retrouver sur le champ de bataille en fait. Grave. Mais derrière, il y a Steppenwolf aussi. Il y a Ouais. Steppenwolf qui fait directement le lien avec tous les mondes parce il va les visiter il va visiter chacun des mondes en fait pendant le film. Et Steppenwolf en fait, il est vraiment à l'image de ce qu'on avait vu, c'est-à-dire la menace qu'il incarnait à la fin de BVS. Entre le Steppenwolf de Snyder et le Steppenwolf de Whedon, il y a une énorme différence en termes de charisme quoi. Bien Et sûr, là, déjà graphiquement.
Déjà Graphiquement. graphiquement, il est différent. Et en plus, en termes de narration à proprement parler, il a une histoire en fait. Il Hmm. y a une raison pour laquelle il fait ça, Oui, qui est pas mal. Moi, je mettrais juste un petit astérisque si on fait les bons points, les mauvais points. C'est un super acteur qui l'interprète, Kira Innes. Je crois, je voudrais pas mal le formuler. C'était l'acteur qui jouait César dans Rome et d'accord. dans beaucoup d'autres choses. C'est vraiment un très bon acteur. Et on sent que la technologie de l'époque était limitée parce qu'on le reconnaît pas et sa voix est très modifiée. Ouais. Contrairement à un Josh Brolin qu'on retrouve dans les traits de Thanos, Hmm. lui, on le reconnaît pas. Donc, il a son charisme de base avec sa voix quand même qui posait tout ça, mais il n'est pas plus que ça, même s'il est du coup déjà 10 fois mieux que ce qu'avait pu faire Whedon. Mais là, il est vraiment. Là, il est, alors que Whedon a essayé de. Et je pense que la direction artistique, pas que Whedon, a essayé de Ouais. l'humaniser en fait dans cette version-là, 2017. Là, il est vraiment incarné comme un monstre en fait. C'est Ouais, vraiment une créature. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient d'une autre planète. Il a, je sais pas, je crois qu'il a 8 doigts, je crois, 8, 9 doigts, j'en sais ouais, rien. ouais. Il y a Il les a, cornes, les il a machins, 15 pouces. son armure qui se Ouais. met selon s'il se combat, les pics sont dressés, sinon c'est pas dressé. Et puis il est rated R, du coup il peut défoncer les gens, il peut y avoir du sang, il peut écraser des têtes. Et rien que ça, bah, quand un envahisseur supposé barbare, tu vois, si tu me tournes la série Viking sans qu'il y ait de sang, c'est compliqué. Hmm. Bah, là c'est pareil. Donc du coup, de rien que ça, déjà, ça lui donne une importance. Et puis, si je spoil un tout petit peu, il cherche l'approbation du coup de Darkseid parce Ouais. qu'apparemment Il lui est il est en redevable. transit il est redevable, il a fait une connerie, apparemment il a soutenu une rébellion sans savoir que c'était une rébellion. C'est une petite ligne narrative qui est assez intelligemment glissée là, et du coup il a quelque chose de très intéressant parce que d'un côté on le voit ultra bourrin et ultra sûr de lui, et quand il est face à Darkseid, il a ce côté où il est vraiment comme face à un dieu, il est désolé, il cherche juste le pardon, et je trouve ça assez intéressant aussi sur le parallèle de chercher le pardon du diable, enfin bref. Du coup, ouais, Steppenwolf, c'est pas le meilleur méchant jamais fait, mais au moins c'est un méchant qui existe, qui a une ligne narrative, qui a du charisme. Et ouais, moi j'étais plutôt accroché. Il m'a fait penser ouais, à un second méchant. C'est pas un Thanos, clairement, mais Non. Thanos, clairement, c'est Darkseid. Mais au moins, il a une ligne narrative et voilà, il y a un côté où on a envie qu'on aille lui péter la gueule, quoi. Oui, on réalise vraiment que c'est une grosse menace, d'autant plus que. En plus, ce que j'ai trouvé bien chez Steppenwolf, c'est que c'est un ennemi qui sait quand est-ce qu'il faut partir en fait. Quand Ouais. tu le vois contre les Amazones, on sait que tout de suite, tu sais que les Amazones, elles vont le défoncer. Ensemble là, tu sais, effectivement, quand ils sont dans le centre là, Par avec rapport au Rim, en fait, où effectivement, bah, déjà, moi je trouve le plan trop cool, mais je l'avais déjà trouvé chez Whedon parce que c'était les mêmes plans pour le coup. Hmm. On essaie de faire passer le cube Oui, pour pas qu'il le chope, donc on le c'est un tire, truc de machin. ouf. Et en plus, ça t'instigue le personnage parce qu'il est vraiment très fort, il les éclate, ils essayent de faire tomber la machin, il se relève quand même, donc il y a un truc où déjà il a une puissance. Et effectivement, t'as ce plan de Rohirrim, il me semble pas l'avoir vu, alors peut-être que je me trompe, où du coup, t'as toutes les Amazones qui se sont réunies et qui là vont attaquer, et lui il se dit, bon, je sais pas trop rester. Et puis plusieurs fois dans le film, il y a le côté, de toute façon, moi je viens chercher les Motherbox, Ouais. donc tu vois, moi j'en ai rien à péter parce que de toute façon, une fois que j'ai les trois, je vous défonce tout, Hmm. donc je vais pas perdre du temps à vous attaquer parce que j'ai autre chose à foutre, quoi. Mais par contre, vraiment, c'est vraiment j'ai vraiment eu cette impression quand tu vois les Amazones qui viennent en armée pour pouvoir lui régler son compte, tu sais que tu te dis il faut que tu te casses. Parce que déjà, Ouais, t'as ce qu'il te faut, mec. file bonhomme. Voilà, t'as ce que tu veux, mais tu vas te faire défoncer. Donc casse-toi vite et il se barre et tu te dis bon, nickel. Ce qui est renforcé en plus après sur le flashback dont on parlera tout à l'heure, où il y a un côté où en fait les humains sont pas incapables. Hmm. Il y a des races qui les font flipper. Hmm. Donc en fait, oui, il y a déjà eu des alliances qui les ont fait flipper, donc ils sont pas en mode ah, je peux détruire tout. C'est plus le côté ok, il faut que je retrouve l'équation anti-vie. Mais par contre, je sais qu'il y en a chez qui ça pue. Il y a peut-être plus Superman, mais il y en a d'autres chez qui ça pue, Ouais. quoi. C'est clair. Aquaman, donc on est introduit directement par Aquaman. Déjà, on voit que Bruce Wayne. Tu vois, j'ai dit Bruce Wayne. D'habitude, j'aurais dit Ben Affleck si ça avait été. Que Bruce Wayne est en train de chercher Aquaman et du coup, il le trouve. Encore une fois, j'ai trouvé. Alors là, je vais parler un petit peu d'Aquaman parce que d'une part, je trouve qu'il est très bien incarné déjà par Jason Momoa. Je trouve que ça confirme encore que ce choix, pour moi, était le meilleur en tout cas et c'est Zack Snyder qui l'a choisi en plus hein, donc vraiment il t'a fait un casting de ouf. Avant ce Justice League, j'aurais été en désaccord avec toi. Après ce Justice League, je suis d'accord avec toi. Parce que j'ai toujours été d'accord avec Jason Momoa. Bah, moi, je l'ai trouvé nul à chier dans le Whedon et je l'ai pas trouvé très bon dans le Aquaman j'ai plus le nom du réal, un peu connu, James James Wan. Wan, ouais. Parce qu'en fait, je trouve qu'il était méga beauf et je trouvais que c'était un pseudo-Thor un peu naze. Qui faisait des vannes sur le pipi et sur le machin, et à chaque fois j'étais yeah, my boy, et il m'a saoulé parce que je me suis dit putain, il fait tout le temps la même chose, c'est trop chiant. Et en fait, dans Justice League, c'est un super perso. Ouais, C'est un super perso. en plus c'est un personnage qui finalement Et est lui, assez en retrait en fait hein, qui se met ouais, en ouais, retrait et qui finalement dit très peu de choses mais va juste dire des choses pour montrer qu'il change d'état d'esprit
au fur et à mesure du film. Où Complètement. au départ, il est plus quelqu'un qui veut se préserver, qui veut pas se montrer et qui veut avoir rien à voir avec, même si c'est par rapport aux Atlantides, là, aux mecs d'Atlantis, etc. Il veut rien avoir avec ça, ni avec les humains, ni avec Batman, parce qu'il a pas envie de non plus de se mêler là-dessus. Et plus ça avance, et plus il commence à se sentir concerné et à se sentir impliqué sur le sort d'une personne, des membres de l'équipe, pour ensuite derrière vraiment carrément entrer dans l'équipe complètement quoi. En fait, ce qui est vraiment bien foutu, c'est que déjà, je trouve de faciès, il a quelque chose de très divin. Quelque chose de très. Il a des yeux. Il me semble qu'il n'était pas comme ça dans Aquaman. Il a quelque chose, tu sens qu'il n'est pas humain. Qu'il y a quelque chose de beaucoup plus divin, et divin scandinave, divin, tu vois, il y a un truc avec la beubare. Il a quelque chose de très taiseux et de pas. Je fais des blagues à la con. Et du coup, tu comprends, il a un passif. Ils lui ont rajouté toute une dramaturgie qu'il n'a pas dans les autres, ou dans les autres, il rigole. Alors que là, il y a un vrai truc, j'étais abandonné, mais que c'est un mec qui a un bon fond. Et en fait, il y a le côté. Moi, je veux sauver une personne. Et qu'en sauvant une personne, je vais être contraint de sauver le monde entier parce que je me rends compte que le monde entier est en danger. Et je trouve qu'en plus, dans cette scène, je me permets d'étirer un peu, il y a un truc ultra intéressant où en 2 minutes, Zack Snyder te le présente. Il a quelque chose de très puissant, très charismatique. Et il y a ce moment où il plonge dans l'eau et où tu as un petit chant scandinave derrière qui finit de le mystifier. Et en fait, en 2-2, il a une image de Dieu, ouais, où il est un peu en retrait, mais ultra utile, ultra logique. C'est un perso qui existe, quoi, qui pour moi n'a jamais existé. Pour moi, c'était une caricature de Thor tout le reste du temps. Et là, il y a un côté où presque il y a des moments où j'aurais aimé que Chris Hemsworth soit aussi mystifié chez Marvel, là où il est devenu un peu rigolo, poète, tu vois. Et ça, je suis vraiment très content parce que j'étais pas partant. Pareil pour Wonder Woman, on en discutera tout à l'heure. Moi, Aquaman, Wonder Woman, Flash, je les aimais pas. Je les trouvais pas bons. Et là, Aquaman, moi vraiment, je le trouve super. Et bah, je trouve que, pour rebondir là-dessus, je trouve que, ouais, effectivement, ce qui change aussi, c'est le fait qu'ils ont vraiment donné une dimension. Ils sont vraiment considérés comme des dieux, en fait. Vraiment. Ouais. Ça m'a vraiment fait penser à. J'ai pas l'impression que limite qu'on est. Dans du contemporain en fait. J'ai l'impression vraiment qu'on est à l'époque de la Grèce antique avec des chants. T'es là, t'es tranquille, t'es en train de marcher, puis t'as des femmes qui chantent comme ça. Vous faites quoi là? Qu'est-ce que c'est ça quoi? va vraiment être mythologie grecque, mythologie. mythologie nordique et religion du Christ, mais Christ passé. Comme tu me disais avant, j'aurais dit Ben Affleck. Effectivement, là on dit Bruce Wayne parce qu'en fait c'est Bruce Wayne. Parce que il est beau, mais il est beau. Mais c'est surtout que c'est le même. Et carré, avec la poupa, il arrive, il est là pour négocier et il part pas avant. Ils sont en commentaire des dieux, il en a rien à foutre. Et putain, ouais. Carrément, bien sûr. Et là, j'en profite juste pour dire que Bruce Wayne va retrouver le personnage le plus charismatique du film, à savoir Alfred. Alfred. Alfred, à chaque fois qu'il apparaît, il les met toutes dedans et puis il repart. 2 minutes. Donc après, oui, il y a cette scène d'intro de Wonder Woman. Et alors moi, pareil, hein, moi j'aime pas du tout Wonder Woman. Dans BVF, ça allait parce que je trouvais qu'il y avait des scènes assez cool, notamment où il se jaugeait avec Bruce Wayne que je trouvais cool et je trouvais que la romance potentielle pouvait être très intéressante entre les deux. Ouais. Bah là, c'est évoqué, hein. C'est évoqué cette romance. Enfin, c'est des titres, voilà. C'est pour un que chez Whedon, il y avait la scène où déshabillé était là. C'est évoqué avec ce moment où il se touche la souris et ce n'est pas un sous-entendu sexuel, il touche littéralement la souris de l'ordinateur et ça marche bien parce que c'est rigolo, c'est bien joué. Ouais, Wonder Woman, du coup, j'aimais pas les Wonder Woman de Patty Jenkins, je les trouve vraiment pas bon. Là, elle est bien. Elle est bien parce qu'elle est très bien instillée. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle arrive avec une scène d'intro qu'on a déjà vue. Et pourtant, la scène d'intro est mieux. Elle est mieux parce qu'elle est mieux montée, parce qu'il y a un storytelling, il y a un coup avec, il y a un mec qui va tirer une fois en mode coup par coup, et puis du coup, comme elle arrive à éviter, il passe en insert le coup par coup en mode rafale, et là, elle refait tous ses trucs pour arrêter toutes les balles. Il y a un gros storytelling où il te la place avec sa puissance, qui est assez intéressant. Et en fait, tout le long du film, bah, elle va avoir quelque chose à défendre. Il y a tout un côté où elle a envie de croire en l'humain malgré tout ce qu'elle a vécu, parce qu'elle a connu un humain qui lui a fait prendre conscience qu'ils en valaient la peine. Et je trouve que du coup, elle a un parti pris qui est très intéressant et elle est chouette. En fait, elle est très puissante en plus. Quand il s'allie avec Aquaman pour se battre contre Steppenwolf, c'est assez cool. C'est souvent elle qui s'envoie en première ligne parce que c'est elle qui déchire le plus, parce que c'est la plus combattante. Et les chorégraphies sont cool. Ouais, et franchement, pour m'entendre dire que Wonder Woman est bien, il fallait vraiment rattraper le coup. Woman, en fait. Moi, franchement, pour moi, Wonder Woman, pour moi, elle est cool. Hein. Pour moi, pour les 3 films, moi, je l'ai trouvé cool, Wonder Woman, tu vois. Moi, j'aime beaucoup les comics, donc c'est peut-être ça qui fait que je suis frustré. Parce que tu vois, vraiment, Gal Gadot, j'ai trouvé que c'était déjà d'une part, je trouvais que c'était un casting audacieux parce que d'une part, c'est pas quelqu'un qui a été tout le temps mise en avant dans des films. Et c'est surtout, donc elle est vraiment dans des rôles secondaires, elle était toujours en retrait. Et j'ai trouvé que même si elle ressemblait pas au. En fait, je trouve que Wonder Woman
mais était dépeint de toutes les toujours par rapport à une vision américaine en fait. Et j'ai trouvé que de changer en fait, de changer d'interprète et d'avoir une autre interprétation en fait de cette déesse. J'ai trouvé vraiment que c'était quelque chose d'original en fait finalement. Ouais, moi physiquement, je n'ai aucun souci, hein, c'est en termes de jeu. Pour le coup, Et je alors après, termes de après jeu. en termes de jeu, tu vois, quand je le, enfin en tout cas dans Justice League, j'ai trouvé qu'elle était une très bonne, que le Wonder Woman est vraiment, elle incarne vraiment un leadership, un très beau leadership en fait là-dessus, et je trouve qu'elle substitue très bien à Superman. Là-dessus, s'il n'y a pas Superman en fait, si elle mène, et c'est ce qu'elle fait en fait Ouais, dans la plupart pendant les trois quarts du dans la film, trois hein, quarts du parce qu'il film, arrive tard. et ben j'ai trouvé Ouais. qu'elle est vraiment superbe là-dessus quoi. Et je Ouais. trouvais que c'est ça qui fait que pour moi j'ai vraiment aimé que le personnage de Wonder Woman. Tous les membres de l'équipe ont un intérêt. Ouais. Ce qui n'est pas le cas dans le Whedon par exemple, parce que Flash, ont retiré sa ligne narrative et son pouvoir dans le Whedon, alors que là, il a tout un pouvoir très différent. Mhm. Et là, je trouve que chacun a sa place, et c'est ce qui les rend aussi tous cool. Dans ce film-là, donc pour juste expliquer ce qui se passe, les Mother Box vont être rassemblés. Donc il y en a une qui est détenue par les Amazones, une qui est détenue Par les Atlantes. par les Atlantes, et une qui est par les humains. Et c'est le père de Victor Stone qui va devenir Cyborg, qui finalement a eu justement cette Mother Box et qui va permettre carrément la création de Cyborg. Cyborg. Cyborg qui finalement, c'est ça qui est génial, quoi. C'est que finalement, et c'est là où la version de Snyder prend tout son sens, c'est que s'il n'y a pas la version de Zack Snyder, tu peux pas te rendre compte que Cyborg, c'est l'élément central du film, en fait. Complètement. C'est Complètement. l'élément qui détermine... Potentiellement le plus puissant, potentiellement le. En fait, on comprend pourquoi Ray Fisher était en colère, il lui retirait 80% de ses scènes, quoi. Et on prend le temps de t'expliquer ce qu'est Cyborg. Et Ouais. c'est ça que j'ai trouvé ça génial, parce que finalement, tu comprends par principe ce qu'il fait. Donc d'une part, dans un premier temps, on te dit qu'est-ce qu'il est capable de faire, et d'autre part, tu te rends compte de l'ampleur de ce qu'il peut faire. C'est vrai que quand tu dis que son père dit que le monde entier, nous les humains, nous sommes tous dirigés par des forces d'internet, des réseaux. En fait, finalement, nous sommes fait de réseaux en fait informatiques entre nous, et que finalement, Cyborg, tu es la personne qui peut être capable de tout contrôler là-dessus, quoi. En fait, c'est le dieu humain. On a le dieu kryptonien, le dieu atlante, le dieu grec, et on a le dieu humain qui est Cyborg. Et à côté, on a Batman qui essaye de les unir. Mais en plus, il y a une notion de. Sur la divinité, c'est très intéressant. Il y a la divinité de la technologie, t'as la divinité de l'océan, enfin, tout ça. Et du coup, ouais, la scène où son père explique. Bon, déjà, le rapport père-fils, moi, je le trouve super, génialissime. Et du coup, c'est là aussi où on voit que le film parle beaucoup de paternité et de pères qui sont fiers de leur enfant. Le père de Flash aussi lui dira. Et on sent qu'il y a un message pour la fille c'est d'ailleurs tout au long du film, moi, je trouve, qui est assez joli, notamment sur sa finalité. Et quand il lui explique en fait où Cyborg du coup se retrouve confronté, où il y a toute une bande démo de ses pouvoirs, déjà c'est super cool, parce que moi j'aime bien qu'on m'explique les pouvoirs et les limites en fait de ce qu'il peut faire et que ça sorte pas de n'importe où. Et en plus, ouais, tu comprends toute cette puissance et cette relation conflictuelle entre père et fils, où malgré tout ce que ça a pu impliquer, lui fera tout pour lui et son fils fera tout pour lui aussi. Donc ouais, enfin, ils ont tout retiré à Cyborg, ils lui ont vraiment tout retiré. Et il y a cette humanisation en plus par rapport à Cyborg, dans la mesure où ils te font le parallèle entre sa vie de Cyborg et quand tu le vois en fait, quand il rentre dans l'intérieur de son cerveau, on le voit en tant qu'humain. Toujours avec d'ailleurs, en fait, il garde l'image qu'il a eue avant de mourir. Et je trouve ça super beau du coup de voir ça, ce parallèle entre justement, en fait, il reste humain en fait. Et c'est ça qui est vraiment génial, c'est cette notion d'humanité qui est restée sur Victor Stone et qui reste encore Victor Stone malgré tout ce qu'il fait, quoi. Et ce cheminement du deuil aussi bien de sa mère, de son père, mais aussi de lui, en fait, de sa vie, ce qu'aurait dû être sa vie et qui ne sera pas. Ouais, et du coup, ouais, c'est là aussi que tu vois que et c'est là vraiment que j'ai vraiment aimé le Cyborg, et en tout cas son introduction et la présentation de ses pouvoirs, c'est que c'est très imagé en fait, tout le monde peut comprendre. Il rentre dans la salle où effectivement il voit des distributeurs avec des billets, tu sais très bien, tu sais tout de suite ce qui se passe. Même j'ai eu du mal à comprendre avec la serveuse au départ, tu vois. Mais quand tu vois ce qu'il fait par la suite, tu dis ah ouais d'accord, ok. En fait, il arrive à t'expliquer par le langage du cinéma, et encore une fois, Snyder est un génie pour ça, des choses très complexes de manière très simple. Effectivement, d'une petite histoire d'une nana qui a plus d'argent. Alors il y a toute l'histoire en plus de cette nana où tu comprends pourquoi elle a perdu son argent, qu'elle a investi, machin, que ça marchait pas, qu'elle a 2 enfants, que c'est galère, et il lui met de l'argent sur son compte. Et ça en 2 minutes. Bah super, et tu vois le bon fond du mec et tu te dis d'accord, c'est ce qu'il fait depuis qu'il a ça, de rendre sa petite justice comme il peut avec ce pouvoir technologique en fait.
Donc finalement, tout mène en fait au fait que ces super-héros ne peuvent pas s'en sortir sans Superman. Superman doit être la clé qui va leur permettre de battre les forces extraterrestres. Et du coup, ils décident finalement de ressusciter Superman. Qu'est-ce que tu as pensé de ces moments-là? Déjà, je trouve que la manière de le ressusciter est beaucoup plus logique. On avait pu voir pour Whedon parce que pour le coup, quand il découvre que la Mother Box a pu ressusciter Cyborg, enfin quasi ressusciter Cyborg s'il n'était pas mort, ils se disent, bah en fait voilà, il faut l'utiliser sur Superman. C'est le seul espoir qu'on a parce que on a beau être unis maintenant, ça suffit pas. Ça suffit pas. Il nous faut toujours notre missile nucléaire en fait, parce qu'on va affronter une armée, etc., etc. Et du coup, il y a le côté, est-ce qu'il faut le ressusciter, est-ce qu'il faut pas le ressusciter. Il y a un vrai questionnement autour de ça. Il y a Aquaman qui veut vraiment pas. Franchement, je suis vraiment pas sûr les gars, Wonder Woman qui doute, et il y a toute cette ligne narrative de Batman qui, par rapport à BVS, maintenant il est à la fois. Maintenant il y a le côté, j'ai raisonné pendant 20 ans avec ma raison, voilà où ça nous a mené. Maintenant il faut de temps en temps faire un peu acte de foi, que je trouve assez joli. Alors pour le coup, la symbolique christique est est pas du tout subtile, mais elle est cohérente avec Man of Steel et tout ça. Et pour le coup, le retour de Superman, je le trouve en fait assez discret. Par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre, ou même par rapport au Whedon où en fait il en fait des caisses, tu vois, où il fait des petites blagues, des petits machins. Là je le trouve assez discret, mais c'est exactement ce qu'il fallait, parce que en fait il ramène plus un symbole que Superman. Il ramène plus, et c'est pour ça tout le film en parle autour de Lois, autour de sa mère, autour de Martian Manhunter et tout ça. C'est le côté, ce que les gens ont perdu, c'est un symbole. Ils n'ont pas perdu un être humain. Ils le connaissaient pas, c'est pas la question. Alors, les personnages qu'on aime le connaissaient en tant qu'être humain, mais même Batman, il le connaît plus en tant que symbole, et c'est plus ce symbole-là qui, lui, va le forcer à changer sa vision des choses, Batman. Donc, je trouve ça assez chouette de de ressusciter comme un symbole. Donc, moi, je trouve le retour vraiment cool. Ce combat, c'était déjà quelque chose que j'avais bien aimé chez Whedon, avec ce côté où Flash passe à côté et que tu comprends que Superman est aussi rapide que le Flash, ou quasi aussi rapide que le Flash. Grâce à Lois, il arrive à retrouver son humanité. Et il y a un truc où il le ramène pas directement en disant, ah, il faut que tu te combattes. Il y a un vrai truc de, ok, ouais, qui j'étais, ok, je suis ça pour ça. Je retourne dans le vaisseau où mon père m'a parlé, m'a expliqué qui j'étais. Derrière, il y a de la voix off de Kevin Costner et de Russell Crowe qui lui redisent ce qu'il est supposé représenter pour le monde et ce qu'il a choisi de représenter pour le monde dans les précédents. Et là, il s'envole, et là, ça redevient Superman avec son costume noir en plus, que je trouve sublime. Ouais. Donc, il y a un côté où en plus, il te ramène la narration du 1 et 2, où en fait, Superman, c'est le fils d'eux, avant d'être un dieu, c'est le fils d'un humain et c'est le fils d'un kryptonien. Il a deux pères, c'est quasi d'ailleurs un truc assez intéressant d'un point de vue. Oui, c'est vrai. Vraiment. On en parlera de celui-là. J'ai trouvé qu'en fait la résurrection de Superman, c'est ce que j'attends en fait moi pendant tout le film. Ouais. Parce que tu sais en fait, et les héros ils savent, ils sont conscients qu'ils n'y arriveront pas tout seuls. La narration est fait en sorte que cette hypothèse que Superman soit finalement ramené à la vie est amené crescendo en fait. Tu te rends compte petit à petit qu'effectivement ils peuvent se débrouiller, hein, parce qu'ils ont quand même constitué une équipe avec tout le monde, et puis tout le monde joint les forces, dont Aquaman qui arrive en dernier. Ouais, et puis ils sont pas, quand ils affrontent Seven Wolf pour la première fois, ils sont pas, ils perdent pas. Non, c'est galère, voilà. Mais ils perdent pas, tu vois, ça se bat bien, je suis d'accord. Et c'est là où tu te rends compte que Superman c'est un héros qui finalement c'est le mec le plus cheaté du monde. Ouais, c'est la dissuasion nucléaire en fait. C'est clair. T'attaques pas parce qu'il est là. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est là où tu te rends compte que oui, il fallait. Enfin, les choses sont bien placées à leur place dans la mesure, effectivement, il arrive en dernier parce que c'est le point final pour la résolution d'un conflit, quoi. Ce que je trouve assez intéressant dans toute la lignée narrative du Snyderverse autour de Superman, c'est qu'il y a un côté très intéressant d'appartenance nationale d'un immigré dans ce monde-là, et qui décide, alors que c'est pas son combat, de joindre un combat d'une certaine nation. Là, c'est un immigré, pour le coup, alien. Mais quand tu sais que les deux auteurs étaient des immigrés juifs de Superman, ça a toute une symbolique très intéressante d'époque aussi. Du coup, en fait, Superman, encore une fois, c'est un symbole. C'est lui qui va motiver Wonder Woman à revenir, Bruce Wayne à se repentir. Finalement, Aquaman et Flash le connaissent aussi et ont ce côté, si c'est Superman, il a raison. Enfin, c'est celui qu'il faut suivre, tu vois. Et Martian Manhunter aura aussi ça. Donc, en fait, il y a tout un côté où c'est normal que ça ait commencé par Man of Steel, et c'est normal qu'on se soit dirigé vers là. Parce que le centre, c'est Superman. C'est la foi, en fait. C'est l'espoir, c'est la base de l'univers de Snyder, et la base de ces comics très souvent aussi, que cette représentation de, voilà, on suit Superman parce que c'est tout ce qu'on a de meilleur en nous,
même s'il reste profondément humain. Mm. C'est monumental, quoi. Le combat prend vraiment une autre ampleur hein, par rapport à la version 2017. Là, tu vois vraiment, notamment par rapport à Flash, où le combat est beaucoup plus dans l'espace et beaucoup plus espacé, en fait. Ils prennent beaucoup plus de place, en tout cas, dans leur combat. Et moi, ça m'a beaucoup rappelé, finalement, les effets de la résurrection quand tu es dans le puits de Lazare avec Ra's al Ghul, quoi. Ouais, complètement. Où quand tu sors, en fait, tu deviens toujours complètement fou. Et ça revient au même par rapport à ça. Donc, j'ai pas été étonné de toutes les manières à l'époque par rapport à la réaction qu'avait Superman. Mais là-dessus, ce combat-là est beaucoup plus appréciable dans la mesure où on prend beaucoup plus la mesure en fait de la dangerosité en fait déjà de Superman, du fait surtout que tu sens que en fait c'est aussi préparé pour que dans les prochains ils deviennent méchants à un moment donné, oui. dans le Nightmare. Oui. Donc en plus il y a ça où là tu dis oui effectivement si on n'a pas de notre côté ça pue. Voilà. et du coup voilà effectivement que même tous unis ils n'arrivent pas à l'avoir quoi. Et que Lois Lane c'est l'élément important et c'est la part d'humanité finalement de Kal-El quoi. Et c'est aussi, alors moi je suis peut-être un peu romantique, con et tout ça, mais ça j'ai toujours trouvé ça assez joli. Alors que j'aime pas trop le personnage de Lois Lane qui fait souvent des erreurs en fait, un peu à la con. Ah bah dans BVS films, oui. Ouais, ça c'est un peu agaçant, mais le côté dans BVS lorsqu'il lui dit c'est toi mon monde, t'es mon monde, donc du coup la Terre c'est mon monde parce que t'es une terrienne, je trouve ça très joli. Oui, oui. Et tout le film en plus je trouve est une déclaration d'amour à sa fille de manière avec le langage cinématographique qui est beaucoup plus large que les mots. Moi je sais que des fois je suis frustré de ne pas pouvoir exprimer tout l'amour que tu peux ressentir pour une personne ou pour un ami parce que les mots suffisent pas et c'est ce que peut permettre l'art et je trouve que là il y a un... Alors, c'est très symbolique, Snyder, donc je comprends que ça puisse saouler trop de symbolique. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien et que je trouve très intéressant. Tu viens de dire une phrase qui me donne envie de chialer, en fait. Putain, il y a des mots que n'arrivent pas à dire certaines personnes que le cinéma fait, putain. C'est souvent ça, hein. Je trouve que c'est souvent ça que tu sais, dans un film, il t'exprime quelque chose, tu te dis putain, je ne pourrais pas l'exprimer autrement qu'en te montrant cette fiction et en te faisant comprendre ça. Carrément. Qu'est-ce que tu as pensé justement du coup, parce que les Dragon Ball sont réunis, hein, on a réuni tous les héros et tout ça là ensemble contre Steppenwolf dans cette scène finale qui finalement aussi scène finale qui prend plus de sens parce que on n'est pas transporté dans un monde de fond vert, même si on sait que c'est les fonds verts. Je trouve d'ailleurs que dans l'ensemble du film, les fonds verts sont magnifiques en fait. Je trouve, je sais pas, les décors sont super bien faits en fait. Je mettrais le petit astérisque sur le côté, le 4 tiers empêche parfois de regarder l'immensité du décor et ça m'a notamment gêné chez Batman parce qu'en fait au moment où ils vont dans la Batcave, je me suis dit ah mais je crois qu'ils y étaient. Parce qu'en fait, ils sont dans un autre entrepôt. Et du coup, quand ils croisent Alfred et tout ça, parce qu'en fait, comme c'est des décors, ouais, tu vois pas l'immensité du truc, donc tu te rends pas compte. C'est juste ça. Et ben, tu vois, franchement, j'ai trouvé que le 4 tiers, là, pour moi, il a servi le délire, parce que les fonds, donc c'est en plus en flou d'arrière-plan et tout, te montrent exactement où tu es et bougent en même temps. Bouge en même temps que les mouvements de caméra. Et du coup, on arrive moins à voir, moins à voir cette notion d'espace, en fait. On sait juste où ils sont. Et c'est juste du décor où on sait où ils sont et on arrive. Il n'y a pas besoin enfin, si le décor avait été beaucoup plus étendu, je pense qu'on aurait commencé à voir le CGI. Et je trouve que là. L'intérêt, j'y avais pas pensé, c'est peut-être l'intérêt du 4 tiers. C'est de masquer éventuellement les incohérences de fond vert, ouais, carrément. Parce qu'effectivement, moi, alors que sur le Whedon, ils m'ont vraiment choqué. Là, le combat final, moi, j'étais pas du tout choqué par les effets spéciaux. J'étais pas choqué non plus dans la mesure où toute la construction de Steppenwolf aboutit à ça. C'est-à-dire qu'il te crée un dôme qui isole le reste du monde de justement ce dôme-là pour pouvoir après faire en sorte que les Motherbox se synchronisent. Oui, puis merci mon Dieu, il n'y a plus cette histoire de famille russe qui habite à côté, que Flash doit les sauver. Oui, qui la Sokovie, c'était la Sokovie. On va se le dire, c'était la Sokovie. Ces trucs. Et c'est surtout qu'en plus. Et du coup, dans cette scène finale, ce qui est bien, c'est que tout le monde du coup a intégré le fait que du coup ils vont devoir dézinguer Steppenwolf. Les paradémons aussi, je trouvais qu'ils étaient cool. Contrairement au Shitori, tu vois, du MCU, j'ai vraiment eu l'impression que, enfin, c'est bien montré que les paradémons, et c'est là aussi encore une fois ce que montre Zack Snyder, ce qu'il a montré avec les Amazones notamment, c'est que même les paradémons sont dotés d'une intelligence, tu vois. Ils arrivent quand notamment ils voient Flash qui commence à courir un petit peu partout, on voit bien le paradémon qui essaie de viser, ils essaient d'établir une stratégie pour faire en sorte qu'ils savent que c'est Flash qui est le problème là-dessus dans ce cas précis. Ouais, que ça pue, ouais, je suis d'accord. Voilà. C'est une armée en fait, c'est une armée qui est beaucoup plus réfléchie. C'est une armée.
Et même, je dirais que narrativement, on peut pas parler de tous les détails, mais je trouve que c'est un détail important. Comment Snyder, comme dans le BVS, arrive à lier des scènes qui n'étaient pas avant dans les versions cinéma. Et là, tu as toute cette idée qu'il y a un Paradémon qui est sorti, il y a des gens qui l'ont vu, ils le dessinent forcément comme Batman parce que ça ressemble à un Mm. Batman. Du coup, Gordon doit enquêter dessus. Du coup, il appelle Batman. Du coup, Batman lui demande son aide aussi vis-à-vis de ça. Et il retrouve un point de. En fait, tout est lié. Il y Mm. a un truc super logique Ouais. dans cet univers où tout est lié. Et les Paradémons font aussi partie de ça. Enfin, leur physique dépend de la narration. Mm. Il y a une raison. En fait, il y a une raison à tout ça. Et puis, Dieu merci, il n'y a pas le coup du quand je tue le chef, ils tombent tous. Mm. Qui marchait dans Avenger parce que c'était une autre époque. Mm. Mais depuis, voilà, c'est le coup de Star Wars épisode 1 qui était très bien, Star Wars épisode 1, mais qui était logique parce que Ouais. c'était droïde. Là, il y a un côté, ouais, non, il faut les affronter. Et il y a un vrai côté où pendant qu'on s'occupe de Stephen Wolf, il faut que quelqu'un s'occupe des paradémons, quoi. Ouais. Et c'est Batman qui s'en charge pour le coup parce que c'est celui qui est le moins puissant, donc il va se faire les moins forts. Mais pour le coup, je trouve ça assez cool, ouais. Et du coup, sur cette scène finale, c'est là où, et là, c'est pour ça que je voulais garder ça pour la fin, c'est de parler d'une part de The Flash, en fait, qui finalement, durant tout le film, se construit sur le fait qu'il n'a pas vraiment de but dans la vie, parce que ce qui le tourmente, c'est l'accusation de son père. Qui a été arrêté à tort pour le meurtre de sa mère, et aussi le fait que il est capable, lui, à lui seul, de pouvoir. C'est le dieu du temps, en fait. C'est le dieu Ouais. du temps, en fait, dans le film. Tu parlais effectivement des dieux, dieux sous-marins, de dieux des humains, dieux extraterrestres, tout ça. Lui, c'est le dieu du temps, en fait. Et il a une influence aussi sur le temps, sur tous les personnages, notamment Superman, qui, lui, meurt. Et donc, à partir Mm. du moment, si tu meurs, ben, le temps est maintenant, le fait qu'il faut le deuil et tout ça, etc. Ouais. Chose que fait Martha et Loïs. Loïs. Et là, lui, il remet en cause ce temps de deuil. C'est-à-dire que lui, il est en capacité de faire en sorte De le de ramener. ramener à la vie, tu vois, et du coup de remettre en cause toutes ces temporalités, quoi. C'est encore super cool par rapport à la version Whedon. Dans la version Whedon, on pose le truc, c'est pas très logique par rapport au truc de Cyborg. Je crois pas que c'est pour ça qu'ils amènent la Mother Box. Enfin, c'est un peu un n'importe nawak. Et là, il y a un truc super cool où en fait, c'est le dieu de la technologie qui a besoin de ramener Superman, aidé par le dieu du temps, les deux dieux humains en Mm. fait. Qui sont enfin qui viennent en tout cas de Terre et il y a un truc super cool sur déjà l'utilité de Flash à ce moment-là parce que déjà il est utile au milieu du film, tu vois, il y a déjà un truc on sait pourquoi on est venu le chercher. Moi au début j'ai eu peur, hein. La scène d'intro de Flash je me suis dit ah putain les vannes à la con là, le Misfit. Et en fait, ça marche assez bien. Ça marche assez bien parce que bah, il arrive à exister. Il est très différent d'une vision de Flash qu'on peut avoir d'un Barry Allen traditionnel, mais il existe très différemment par ailleurs de la version CW, Mm. je trouve, même si je la connais un peu moins. Et je trouve ses effets visuels très cool. Ouais. Je trouve qu'il a ce côté où, tu vois, il y avait une ligne narrative chez Whedon qui marchait pas ouf, où il disait ah mais moi j'ose pas tuer les gens parce que j'ai pas l'habitude, machin. Là en fait c'est pas un combattant Flash. Mm. Il vient aider à ce que, il rend l'épée, il vient aider à ce que l'évacuation se fasse. Il s'inquiète pour Cyborg parce que c'est un petit jeune et qu'il se rend bien compte que ben l'autre il va pas bien parce que c'est un petit jeune aussi. Mm. Et il y a un vrai côté où il a une responsabilité divine. Il sait qu'il peut remonter le temps, mais il sait qu'il doit pas le faire. Mm. Il se rend compte que ça pue quand Mm. ça le fait. Et il y a plein d'idées de pouvoir, notamment au moment où il se fait tirer dessus, il fait cicatrice, cicatrice, cicatrice. Et tu comprends que bah son organisme va beaucoup plus vite. Oui. Et d'un coup il se cicatrise. Mm. Mais il a du mal à le maîtriser et tout ça. Et du coup il a cette responsabilité là qui est monumental et qui rend cette scène finale. Bon, déjà, moi, je trouve le combat assez cool parce que tu sais ce que fait chacun. Parce que quand ils affrontent Stephen Wolf, Wonder Woman et Aquaman, ils sont vraiment en binôme. Ouais. C'est chacun son tour, ils y vont. Et la chorégraphie est assez cool avec cette idée que c'est trop tard, même quand Superman arrive, même s'il le défonce, c'est assez Il cool. le flingue et c'est super bien fait, Tellement quoi. plaisir C'est à voir. génial. Du coup, de pose par terre et là, Ouais. et là, et ça c'est vraiment cool parce que ouais, il y a un côté où il t'en fait pas trop. Ouais. C'est vraiment cool et le fait que du coup, malgré tout, les boîtes soient réunies et du coup, bon, on spoil hein, et que Flash doit remonter dans le temps parce que tout éclate. Superman même se transforme en cadavre, Ouais. etc. Tout éclate. Cette scène en effets spéciaux est magnifique et même par rapport à ce que dit Flash à ce moment-là, par rapport à son père et tout ça, où tout ce qu'il doit faire c'est courir, courir, courir. Et putain, c'est beau, Mm. où tout revient, Mm. tout se remet et juste à temps pour qu'il puisse toucher Cyborg. Ouais, ouais. Et c'est là où ça prend toute sa dimension parce qu'il a vraiment réussi à matérialiser la Speed Force en fait qu'on a du mal à voir en série, on a du mal à l'imaginer en fait. On voit que c'est un tourbillon d'éclairs, tout ça, etc. Là, il arrive vraiment à te faire un univers hors du temps pour représenter la Speed Force. Et c'est ça que je voulais dire depuis le début, c'est que Zack Snyder a réussi à matérialiser des choses, des concepts Très vaste. qui sont très vastes effectivement dans l'univers et que tu arrives à voir en une image. Et en une image, tu dis c'est bon, c'est exactement comme ça Et, que c'est en fait.
En plus, symboliquement, c'est sublime. Mm. C'est je reviens en 2017 et je te refais Justice Ouais, League. c'est ça. Il y a quand même un truc C'est où génial. symboliquement c'est Ouais. sublime. C'est Flash qui te rentre dedans et qui dit non, attendez, on va changer le film et puis on va arrêter ça à ce moment-là. Et même, tu vois, par rapport à Quicksilver qui marchait très bien dans X-Men, il y a le côté où il a une identité complètement différente de son pouvoir. Mm. Et j'ai vu des gens qui disent ah, c'est bizarre comment il court. Moi, je trouve les ralentis où tu as les Oui, bras qui sont alors j'ai complètement trouvé pas, super. j'étais pareil, j'étais de Ouais. cet avis-là. Pour moi, c'était trop moche, hein, The Flash. Et honnêtement, j'ai pas remarqué ça en fait sur cette version-là. Ouais, parce que c'est ultra Ouais, cohérent c'est cohérent. dans ce qu'il fait et puis dans Ouais. toutes ces réflexions qui prennent du temps parce que lui, il met tout au Mm. ralenti en fait. Je trouve ça, ouais, c'est super cool. Ouais. Martian Manhunter. Alors Martian Manhunter, pour t'en parler, alors je trouve qu'il symbolise bien, en tout cas, le fait qu'il faut aller de l'avant. Et il le montre, il le dit très bien à Loïs notamment, qui d'ailleurs, Loïs, elle se fait duper par Martha. Martha revient, elle se revoit, mais bon, y a pas, j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que vraiment il a été rajouté en fait, Martian Manhunter. Ouais. Euh, Je pense que cette scène est d'époque, pas la scène finale. Du coup, il va voir oui, Batman pour lui dire bon bah moi maintenant je je viens suis rejoindre votre là, petite compagnie. les gars. T'étais où Ouais. avant? Je sais pas, mais je suis là maintenant, ok? On en parlera d'ailleurs parce qu'apparemment il voulait amener quelqu'un d'autre. Bah on va en parler maintenant même. Vas-y, vas-y. En fait cette scène avec Martha, je la trouve assez jolie sur le côté que si c'est ce personnage qui depuis le début Martian Manhunter, il a un certain attachement aux humains, notamment à Lois, Mm. qui l'a tout le temps fait chier entre guillemets en tant que général. Et du coup il y a le côté il faut que tu continues à vivre meuf. Enfin Ouais. je trouve ça assez touchant sur le côté je ne suis pas humain et je viens quand même aider quelqu'un parce que je me suis attaché à quelqu'un. Mm. Et c'est pour ça que quand on dit Lois est la clé, je trouve ça assez intéressant Mm. dans le propos parce que elle est la clé de Superman mais pas que. Elle a aussi touché d'autres D'autres êtres personnes, humains. ouais. Mais oui, pour dire ce qui était prévu à la base, Zack Snyder en a parlé hier. À la base, en fait, ils avaient tourné une scène avec John Stewart, le Green Lantern, qui venait voir Batman pour lui dire voilà, maintenant il y a la lettre des Green Lantern parce que ça pue pour votre gueule, donc on a vu que ça allait pas bien, donc on vient vous aider. Je crois que c'est grosso merdo ça. Alors, les versions varient, hein. Il y en a qui disent que c'est plutôt les deux autres Green Lantern qui viennent voir des extraterrestres pour lui dire voilà, on vient vous aider. Et ce qui aurait été trop cool. Vraiment, moi je trouve que c'est dommage, surtout s'il a tourné cette scène, je trouve ça dommage qu'il ne l'ait pas mis. Zack Snyder explique que Warner lui a dit non, non, il est hors de question que vous me mettiez les Green Lantern parce qu'on a un projet pour. Ouais. On a vu, hein, leur projet est tombé à l'eau comme tous les autres projets. Et donc, du coup, Zack Snyder a négocié en disant bon, je vous prends pas le Green Lantern, mais laissez-moi Martian Manhunter. Et on dit oui, ça, on s'en bat les couilles, Vas-y, allez-y, prenez-le. vas-y. Et c'est pour ça Top, qu'il vas-y. vient se mettre de manière un peu séparée Ouais. au film, je trouve. Et je trouve ça dommage parce que j'aurais trouvé vraiment ça cool de voir plutôt les Green Lantern qui arrivent et qui lui disent bon, bah maintenant, maintenant que la Terre va se faire envahir, tu vas peut-être avoir besoin d'une armée parce que ça pue, quoi. Mm. Et surtout assez logique par rapport au flashback où les Green Lantern sont là, pour le coup. Oui. Donc, ouais. Donc oui, il est un peu extérieur, Ouais. mais c'est une bonne petite scène de post-générique Oui, pour dire oui. voilà. C'est quand même c'est bien, c'est le bienvenu quand même parce que c'est vrai qu'il a je m'y attendais pas du tout en fait, déjà de son apparition première comme ça en fait. Et quand tu le vois, oui, ça fait quand même plaisir, de voir, mais c'est vrai qu'il est à part, ça se voit que c'est pas encore totalement formé cette intrigue avec lui, donc voilà, c'est juste ça. Ouais, c'est posé pour le futur. Ouais, c'est Tu posé. iras pas même. Euh, on va parler donc de la fin du coup de celui-là. C'est apparemment effectivement il y a eu Zack Snyder a fait des reshoots, il en a eu pour 4 minutes à peu près de reshoot. Il y en a qui disent qu'on allait être déçu de ces 4 minutes là. J'ai trouvé que j'ai trouvé ça cool. Ouais, super J'ai cool. trouvé ça super cool. C'est-à-dire que la scène où effectivement tu te rends compte finalement que le futur qu'avait créé Batman dans un premier temps est finalement toujours d'actualité. Parce qu'on le revoit dans la scène du cauchemar. D'ailleurs, quand tu m'en as parlé, d'ailleurs, que Hot Toys, comme par hasard, le jour de la sortie, sortent le Superman Black Suit et le Batman Nightmare. Tu fais même sans déconner, les gars, bien joué. On vend aussi des jouets, hein, nous. Hein. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. On est là en vite. 400 €. Ouais, Allez. 400 balles, le tout. 400. Ah, c'est indissociable, hein, les deux. D'accord. Sans déconner. Par PayPal, c'est bon, ça passe. Hein. C'est incroyable. Mais on voit déjà que c'est toujours plausible, mais c'est surtout qu'on a un Joker. Pour moi, il est génial ce Joker-là, quoi. En fait, du moins, je pense que c'est un Joker qui est super bien mis dans le contexte, en fait, de l'histoire. On oublie le damage, là, sur la gueule. Tu vois, ils ont oublié le damage. Il a les cheveux longs, parce que je pense qu'il n'allait pas se couper les cheveux pour 4 minutes, directement. Mais on se rend compte que que Batman, pour pouvoir mettre hors d'état de nuire Superman, il est obligé de se lier avec tout le monde. Et je trouve que ce monologue
de cette provocation de Joker sur le Batman est très bien interprétée. Et d'ailleurs, il change un petit peu son interprétation, hein, Jared Leto, hein, par rapport à ce qu'il faisait dans Suicide Squad. Il est moins flamboyant comme sur Suicide Squad, moins bling bling. Et là, il est beaucoup plus. J'ai beaucoup plus trouvé du Jared Leto en fait dans cette version que son incarnation quand il a fait dans Suicide Squad. Est-ce qu'il était rouillé ou bien est-ce qu'il a voulu. On lui a dit, par contre, Moi, je Jared. pense qu'on l'a sur Ouais. Suicide Squad, on On allait l'a. le dire. Moi, du coup, on en reparlera tout à l'heure, mais post Snyder Cut, j'ai envie de voir la David Ayers Cut de Suicide Squad parce que je pense que Leto avait d'autres choses à Oui, donner. c'est sûr. Maintenant. Je Mais pense que vraiment ça a été ça, c'est sûr. changé. Ce qui est très joli, je trouve, dans ce cauchemar, c'est qu'il y a un côté de Snyder, il y a un côté généreux de Snyder qui dit je sais que je ferai pas la suite, je sais, c'est fini, donc je vous mets ce que moi je voulais mettre. Mm. Et il y a un côté où Jared Leto, j'attends encore un peu de voir. Je trouve qu'il y a des trucs cool. Je trouve que l'écriture est très cool. En Ouais. fait. Le côté où il l'attaque en lui disant bah, dis donc, t'as perdu ta mère, ton père, et puis t'as perdu ton Robin, et puis t'as l'autre Batman. Fais gaffe à ce que tu vas dire. Et il le dit quand même, tu vois, ouais. Et du coup, le retour de Batman qui fait bah, moi, quand j'avais Harley Quinn dans les bras et qu'elle est morte, je promis que je te défoncerai, et crois-moi, je vais te défoncer. Ouais. Il y a un côté, ouais, c'est très 300. C'est très confrontation un peu viriliste. Mais pour les fans de comics, on a envie de voir ça. Et comme il savait qu'il pourrait jamais confronter son Joker à son Batman, il le fait là. Il y a un côté assez logique sur le. C'est aussi logique narrativement de dire voilà, la situation est tellement désespérée que Batman doit s'allier avec le Joker, avec un Joker qui est pas du tout, qui est pas devenu gentil. C'est juste qu'il faut qu'il s'allie là parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et je le trouve assez cool. Ouais, Ouais, ouais. je le trouve assez cool. Alors j'attends d'en voir plus parce que là c'est trop timide le Joker. Je trouve pas le costume ouf et tout ça. Ça va avec le côté Nightmare, mais tu vois c'est. J'aimerais tellement en voir plus parce que Ouais. je trouve en tout cas cette confrontation de Affleck à Leto, ouais, elle donne envie. Et il y a même le petit truc d'avant de Lex Luthor avec Deathstroke Oui. qui était là pour préparer. En fait, les scènes finales, elles préparent Aquaman. Aquaman bien meilleur parce que par ailleurs, il y a William Dafoe de d'autres manières. Mhm. Je trouve bien plus charismatique William Dafoe comme ça, avec les cheveux longs, avec ces armures-là, je les trouve beaucoup plus jolies que les armures flamboyantes d'Aquaman de James Wan, qui est beaucoup plus coloré et beaucoup plus joyeux. J'aime beaucoup ce côté Atlantis, Atlantis de Disney, vieille armure assez jolie et tout ça. Donc ça préparait clairement Aquaman parce qu'à la fin, en fait, il voit Mera et William Dafoe, il leur dit bon bah en gros, je vais voir mon père, mais après je viens régler la situation des océans, parce que j'ai compris que c'était important. Il y a le plan qui règle la question de Batman de Ben Affleck, parce qu'en fait, Deathstroke apprend que Batman est Bruce Wayne grâce à Lex Luthor, et du coup, tu sens que ça chie. Donc, il avait posé tous les jalons pour la suite, et moi, je sais pas toi, mais à la fin, je veux voir la suite. Je veux voir la suite de cet univers. Donc, je veux voir le Batman de Ben Affleck, je veux voir le Aquaman qui était prévu à la base, je veux voir le Flash qui était supposé être cette suite-là, et ce Justice League 2 avec ce Nightmare, qui en plus, c'est assez intéressant parce que je trouve que tu as l'impression que la narration était construite pour que tu suives le présent et que de temps en temps, tu aies des rappels de cette ligne narrative qui vont empêcher. Carrément. Mais qui est quand même là, tu vois, un peu à la retour à le futur. Et ça, je trouve ça assez intéressant plutôt que de dire voilà ce qui se passe, vous avez eu le rêve, donc c'est logique que ça aille là, maintenant on va revenir dans le temps. Je trouve qu'il y a une espèce de double continuité que je trouve très chouette. J'avais trouvé que. Enfin, moi j'avais trouvé vraiment dans la narration que finalement le cauchemar de Bruce Wayne est toujours d'actualité parce que les agissements de Flash ont fait que ce futur-là est toujours possible. Ouais. Et c'est ça qui fait qu'il y a ce rappel-là et que Batman, finalement, et que Bruce Wayne n'en a pas terminé avec ses rêves-là. C'est parce que derrière, ça va revenir. Et que s'il y a quelques milliers d'années, ils ont essayé une première fois et ils ont échoué avec leur flashback, Darkseid a échoué à avoir, donc en fait, a échoué à avoir les Tremors of the Box, qu'il a rééchoué encore une fois avec Superman, etc. Et que Flash est intervenu. Je pense que voilà, c'est encore possible que dans un futur proche, que Darkseid essaie d'attaquer avec surtout qu'il y a cette promesse. Hein. Je reviens juste sur le combat de fin. Je trouve ce plan génialissime lorsque du coup Flash a fait revenir tout le monde. Du coup, ils défoncent tous Steppenwolf tous ensemble. Donc, tu as Aquaman qui le plante, tu as Superman qui lui donne une patate de ouf, tu as Wonder Woman qui lui coupe la tête. Tu vois, là encore, c'est une Amazone. Tu vois, elle coupe jamais des têtes dans les autres. Elle lui coupe la tête. Et en fait, Steppenwolf arrive dans le portail qui se formait de Darkseid qui allait arriver. Et du coup, Darkseid a ça à ses pieds avec l'équipe en face de lui en mode viens, je t'attends. Ouais. Déjà, cette scène, je la trouve trop cool. Ouais. Vraiment trop cool parce qu'ils sont tous méga forts. Tu vois, c'est pas Wonder Woman qui fait ah bah moi j'aime l'amour et c'est tout. Wonder Woman, il lui coupe la tête. Ouais. Il y a un truc trop cool. Et du coup, Darkseid fait le bon bah prépare l'armée, on y va. Du coup, bon, on peut pas passer par le portail, mais c'est pas grave. On va quand même les défoncer d'une autre manière. Et ça, tu vois, en termes d'ampleur dramatique, en termes d'importance donnée à la Ligue, en termes de puissance, de machin, il y a un truc où, ouais, c'est biblique, c'est homérique, c'est mythologique, c'est ce que je veux voir en fait. Oui, c'est pas très subtil, si tu veux, c'est pas très subtil, il y a du ralenti, mais putain, ça envoie. Oui, non, c'est une belle conclusion parce que ce combat est une belle conclusion de cette équipe-là parce que tout le monde met sa pierre à l'édifice et renvoie et redonne à l'envoyeur en fait
la menace qu'ils avaient reçue. Et quand tu vois que Darkseid finalement récupère ce qu'il a envoyé, tu te dis, Ouais. ouais, mec, il les regarde, je vois pas, j'ai pas trouvé vraiment de crainte en lui, mais j'ai surtout trouvé sur Darkseid que il va devoir encore réfléchir un petit peu avant Ouais. d'avoir une autre stratégie pour pouvoir revenir sur Terre, quoi, tu Ouais. vois. Il y a le truc cool en plus de voir qu'il s'est déjà fait buter une fois par l'Alliance Ouais, des Humains. ouais. Et pour le coup, c'est assez chouette parce qu'il s'en prend vraiment une Oui! dans l'épaule et tout. Et tu vois qu'il est pas bien avec. Il y a Arès, il y a Zeus, il y a Hum, machin. Flashback qui est assez cool. Et ça, je trouve ça assez chouette que même lui regarde en disant ouais, on va réfléchir un peu. ouais, je vais, On peut pas les attaquer de front, je donc vais on va voir. réfléchir un peu. Je Oui, vais- puis contrairement, là encore, tu vois, le non-sens de Josh Whedon qui avait rien compris décidément au film de Snyder, c'est qu'en fait, ils ont tous une utilité. C'est pas un combat de qui est le plus fort. Et par exemple, je trouve que la scène de fin de Josh Whedon de Superman et Flash qui s'affrontent pour savoir qui est le plus rapide, elle a aucun sens dans le ouais, oui, Snyderverse. oui, Parce que mais clairement, c'est Flash. Parce que clairement, Flash, c'est un autre truc. tiens, Son truc, c'est pas d'aller vite. Son truc, c'est d'aller plus vite que le temps. C'est d'aller plus vite que, la vie en elle-même et tout hum, ça. Et pour le coup, je trouve que c'est une toute symbolique. Et en fait, du coup, dans ce combat de fin, ils ont tous une utilité. ouais. Contrairement à Whedon, où en fait, c'était bon, bah, on attend Superman parce que c'est Superman Ouais. qui va faire. Et C'est puis nous, c'est lui qui va donner le coup de grâce et donc on va attendre là-dessus. Un avis global en tout cas sur le film. D'abord on va faire un avis global justement sur ce film, sur Justice League et ensuite on va détailler un peu plus notre avis en cours de cette vidéo. Ton avis en général pour ce film Justice League version Zack Snyder. eh ben, ma foi, c'est très positif, c'est excessivement positif. J'ai C'est passé ouf. un très très bon moment. Ma seule frustration étant peut-être qu'il n'y ait pas de suite, ou en tout cas, moi j'espère qu'il y en aura, que ça puisse restaurer le Snyderverse, mais qu'il n'y ait pas de suite, c'est toujours un peu frustrant. Surtout qu'on voit qu'en fait, que les pierres que Snyder posait, aussi bien pour ses suites à lui que pour les autres films du DCEU, étaient très intéressantes autour de Batman, d'Aquaman et de Flash notamment. Globalement, c'est réussi parce que bah, tout est mieux que dans la version de Whedon, mais c'est presque pas comparable en fait, tellement c'est pas le même film, tellement il y en a un, c'est un film de commande, Ça n'a rien à et je le voir. reproche pas à Whedon parce qu'il a été engagé pour ça, et tellement l'autre, le film de Snyder, est clairement un film d'auteur qui est un énorme blockbuster avec tous les moyens du blockbuster et surtout avec toute la liberté que peut connaître Snyder en termes de réalisation et tout ce qu'il aime faire et qu'il sait faire que moi j'aime personnellement, notamment les ralentis, notamment la symbolique religieuse, mais pas que, et avec un vrai sujet de fond que n'a pas le Whedon, qui est juste une commande, qui est vraiment qui revient de manière constante autour du deuil de sa fille et de l'amour qu'un père peut porter à sa fille et de la fierté qu'il peut ressentir de manière déraisonnée, l'amour déraisonné qu'on peut avoir familial, romantique, amical, tout ce qu'on veut. Donc je trouve qu'en plus il y a un fond qui est très joli et que tout ça est très très bien servi par une histoire relativement basique parce que le fond change pas par rapport à la version de Whedon. Le fond change pas tant que ça, mais drôlement bien raconté. En fait, Snyder a un excellent storytelling, je trouve, et qu'il arrive même à exceller là où il était moins bon avant. C'est-à-dire à l'écriture et aussi à l'humour, parce que je trouve que les touches d'humour sont plaisantes en fait dans le film, notamment autour du personnage d'Alfred. Je trouve qu'il fait mouche à chaque fois et que c'est vraiment très cool, et qu'en plus il arrive, moi en tant que spectateur, à me mettre d'accord sur des choses avec lesquelles j'étais pas d'accord. Il arrive à me faire aimer Aquaman, que j'aime pas dans la version James Wan ou dans la version Whedon. Il arrive à me faire aimer Wonder Woman, que j'aime pas dans la version Jenkins. Il arrive à me faire aimer Flash, qui pareil partait avec une jambe cassée pour moi, parce qu'il a toute une ligne narrative très différente. En fait, le film raconte vraiment, c'est pas les mêmes personnages, il raconte complètement quelque chose de différent et qui est très en adéquation avec Man of Steel et avec BVS. Et du coup, ça donne une finalité malgré tout, même si ça part sur des pistes suivantes qui sont très satisfaisantes pour la frustration que j'avais pu ressentir à l'époque du Whedon. Et ça, c'est vraiment beaucoup. Parce que j'ai quand même l'impression d'avoir vu une conclusion à ce qu'a fait Snyder. Et en plus, j'ai l'impression que cette conclusion est le meilleur travail qu'il a fait chez DC. En exceptant Watchmen, qui est fabuleux aussi. Mais je trouve qu'en fait, ça allait crescendo. Man of Steel est super cool. BVS est vraiment très très bien, notamment en version longue. Et Justice League est encore au-dessus. Mm. Donc j'ai vu un cheminement, j'ai compris une globalité, j'ai compris un message qui m'a fait passer, avec toute cette symbolique-là qui, moi, me touche beaucoup, même si je suis pas religieux, j'aime cette symbolique de héros et cette symbolique du divin chez l'homme. En fait, moi, je crois à la philosophie du divin chez l'homme, qu'on est tous capables de quelque chose de divin tel que l'amour. Ça fait penser à la phrase du film Les Misérables, To love another person is to see the face of God. Aimer quelqu'un d'autre, c'est de voir l'image du divin, en fait, de toucher du doigt le divin. Et je trouve que c'est ça, en fait, les films de Snyder, c'est peut-être très cucu, très gnangnan, mais en fait, c'est l'histoire de l'amour par la divinité. Mm. Et le divin, c'est l'histoire de l'amour. Et je trouve que de raconter ça dans un blockbuster à 300 millions avec des images qui ont été utilisées dans tous les sens. Les images des super-héros ont été utilisées dans tous les sens, commercialement, mais pas que. Et de rappeler qu'à la base, c'est des humains qui aiment d'autres humains.
Je trouve que c'est ce qui est de fondamentalement le plus intelligent, le plus intéressant, et surtout quand c'est mis en scène comme ça, parce que Zack Snyder sait parler le langage du cinéma comme peu de personnes savent le faire. Donc pour moi, c'est un énorme mot. Il y a des petites choses sur lesquelles je reviendrai éventuellement, mais globalement, j'ai quand même pas grand-chose à lui reprocher. Dans sa vision, il va au bout. Après, on peut reprocher le style de vision, le style de Snyder, oui, mais dans sa vision, il va au bout, et c'est une putain de proposition de cinéma. Ben voilà, c'était les critiques en 180 secondes de Ben. C'est pour ça que je te laissais parler, parce que je me suis dit, oh là, mais là, je ne l'arrête plus. C'est pas la peine de l'arrêter, il va tout faire concis et tout ça, c'est génial. Bien, mec, si j'ai fait à peu près 3 je viendrai couper cet extrait-là et je viendrai le mettre sur la chaîne. Ah, je te la donne direct, y a pas de problème. Honnêtement, t'as très bien résumé ce que j'ai pensé, ce que j'ai pensé de ce film-là, parce que pour moi, je n'ai pas trouvé de défaut à ce film-là. Pourquoi? Parce que d'une part, je pense que je l'ai pas vu non plus comme quelqu'un qui allait critiquer le film, mais plus comme quelqu'un qui allait voir finalement la version de l'auteur, la version de l'auteur en fait. Vraiment, la vraie version que l'auteur voulait transmettre en fait quand il a projeté ce film-là. Donc franchement, j'ai pas trouvé de défaut. Alors certaines personnes pourraient le trouver long, 4 heures, les gens se disent ça, mais je trouve ça un petit peu bizarre de dire ça dans la mesure où maintenant on est capable de regarder une série sur Netflix en regardant 10 épisodes à la suite et en plus le film est chapitré, donc ce qui peut faire en sorte tu peux faire en sorte de t'arrêter entre temps et j'ai trouvé vraiment que ce que j'attendais, c'est vraiment une dimension, et ça on en parlera par la suite, hein, plus en détail, mais j'attendais vraiment une dimension charismatique de ce film-là. J'ai l'impression que pendant pas mal de temps, hein, plus on est habitué avec les films Marvel, qu'on essaie de faire en sorte que les héros soient des héros de proximité, en fait, qu'on puisse s'identifier à eux. Et dans les versions en fait d'essai, et Zack Snyder l'a très bien compris et l'a étoffé de toutes les manières du début jusqu'à la fin depuis Man of Steel, que ces héros sont les héros de DC sont des dieux en fait, et que tu peux pas t'identifier à eux et qu'on peut pas non plus se comparer à eux et qu'on peut pas. Et j'ai trouvé que en 4 heures il te résume très bien ça. En 4 heures aussi, on a vraiment le vrai déroulé de l'histoire. En 4 heures, on a vraiment tous les éléments qui nous permettent de savoir tous les acteurs qui ont eu un rôle justement sur l'avancée de l'intrigue, à savoir le fait d'avoir les Mother Box pour pouvoir après incarner, avoir accès à l'antivie. Et je trouvais que c'était vraiment super bien mené. C'est-à-dire que le scénario est vraiment génial. Tous les comédiens, enfin tous les personnages finalement qui sont introduits trouvent leur utilité. Je trouve que Cyborg est totalement génial en fait dans ce film-là, et je peux comprendre effectivement la frustration de Ray Fisher là-dessus. Et j'ai trouvé que Zack Snyder a réussi en 4 heures et a réussi du coup à prouver en fait sur sa version-là que son interprétation ne devait pas être négligé en fait. C'est ça que je trouve surtout. Pour moi, c'est pas vraiment juste un film, c'est vraiment la vision d'une personne. C'est la vision d'un auteur, et j'ai trouvé que pour moi je conclurai là-dessus que tous les films devraient être comme ça, c'est-à-dire que d'avoir une version d'exploitation si tu veux. Le studio, il peut, voilà, il essaie de voir avec le créateur, mais qu'il faut y avoir, c'est justement cette director's cut qui peut montrer vraiment la version que voulait voir en fait le réalisateur au départ. Et j'ai trouvé que pour moi c'est un film qui est extrêmement important parce que ça te met en avant l'auteur, ça te met aussi en avant quand même le travail du studio qui a fait en sorte que toutes les pièces du puzzle soient rassemblées, l'aide financière pour pouvoir après faire en sorte que le projet voit le jour. Mais j'ai trouvé que ce film est extrêmement important parce qu'il montre que il y a vraiment les acteurs du cinéma, c'est-à-dire que le créateur, la production, les fans, qui peuvent contribuer, qui ensemble peuvent contribuer à faire un film qui vaut vraiment le coup d'être vu. Et c'est ça que moi que je retiens en fait finalement, c'est vraiment une expérience que j'ai eu, que j'ai pu voir en fait, que j'ai pu vivre en voyant justement Justice League. C'est cette notion là que l'auteur, si tu l'écoutes bien et si tu arrives à trouver des bons compromis et toi avec lui, tu peux faire des merveilles. Et j'ai trouvé que Justice League, qui finalement n'est pas dans le moule d'une norme d'exploitation au cinéma, avec de par sa longueur, de par aussi la longueur qu'il a aussi en se focalisant sur certains personnages qui sont entre guillemets moins importants, avec ce déroulé là, avec tout ça, ça montre que vraiment ce sont des séquences qui méritent
qui mérite qu'on s'y attarde pour finalement avoir tous les tenants et les aboutissants d'un scénario de film, quoi. Et ben merci à toi Ben d'avoir participé à cette vidéo, à cette critique, ça m'a fait vraiment très plaisir de pouvoir partager ça avec toi, de pouvoir discuter, donner des avis là. On se retrouvera sans doute sur une prochaine vidéo, en tout cas sur la place du milieu. Pour vous, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire surtout qu'est-ce que vous avez pensé du film, et aussi est-ce que vous, contrairement à nous, vous avez trouvé des défauts justement sur Justice League. N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner, parce que n'oubliez pas que la meilleure place au cinéma, c'est la place du milieu. Alors, allez, ciao.